En mathématiques, comme dans la vie, on a besoin de repères. Eh bien, repère, c'est le mot du jour. Ça alors. Il est un monde merveilleux où la vie se dessine sagement sur deux axes. Un monde tout en courbe. Ce n'est pas un monde très ancien. Il est apparu progressivement à partir du XIXe siècle. Mais son lointain géniteur vécut, lui, au XIVe siècle. Il s'agit d'un certain Nicole Oresme. Un personnage relativement méconnu à tort, car il fut peut-être bien le plus grand mathématicien de son temps. Entre autres idées mathématiques fort bien pensées, il eut celle de représenter graphiquement certaines situations en faisant une analogie avec la longitude et la latitude, ces deux données qui permettent de localiser n'importe quel endroit du globe. Après Nicole Oresme, ce sont deux autres savants français, Pierre de Fermat puis René Descartes, qui se chargèrent d'installer ces deux axes dans l'histoire des mathématiques. Ces deux axes, autrement dit, se repèrent. Se repèrent cartésien? Parfaitement. Cartésien, puisque l'histoire choisit de qualifier ainsi notre repère, bien que Descartes ne soit pas loin de là son inventeur exclusif. Mais au fait, qu'est-ce que c'est un repère cartésien? Disons que l'idée de base consiste à se donner deux droites, en général perpendiculaires, qui permettent d'attribuer des coordonnées au point du plan. La première droite est celle des abscisses, la seconde celle des ordonnées. Par exemple, ce point-là est d'abscisse 2 et d'ordonnée 3. Tout cela peut paraître bien simple. Simple, oui, mais quel progrès pour la géométrie! Petit voyage dans le temps en marche arrière. Jusqu'à l'avènement du repère cartésien, la géométrie s'occupait surtout de figures. Triangles, cercles, droites parallèles, droites perpendiculaires. Deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles entre elles. Bref, nous étions là dans une géométrie de l'observation. On prenait un triangle, on regardait ce qu'il y avait à remarquer à l'intérieur, et puis voilà. Avec l'avènement du repère cartésien, la géométrie devient analytique. Désormais, avec l'axe des abscisses et celui des ordonnées, il devient possible de représenter un point par un nombre. Ce qui signifie que géométrie et algèbre peuvent désormais aller de pair. C'est assurément un méchant coup porté aux mathématiciens de l'Antiquité grecque, ces géomètres purs et durs dont l'obstination était de ramener toujours l'algèbre à la géométrie. Mais allez, c'est aussi grâce à ce genre de petits crimes de lèse-majesté que les sciences peuvent se développer. Pas vrai, monsieur Descartes? Un bon repère, c'est quelque chose de fixe. En mathématiques comme ailleurs, ça va de soi. Eh bien alors, comment font-ils les marins quand ils ont largué les amarres et qu'ils se retrouvent tout seuls au milieu de l'océan? Alors on va faire un petit effort d'imagination, parce que là en fait on est sur la Seine. On va supposer qu'on est au large des côtes bretonnes, que je suis sur mon petit bateau, que j'ai pas de plan, j'ai pas de panneau. Comment je fais pour me repérer? Déjà sur votre bateau vous aurez une carte, parce qu'il faut une carte, et puis vous aurez un compas de relèvement. Un compas de relèvement c'est quoi? C'est une boussole qu'on appelle un compas pour les marins. Et il faudra repérer donc sur le paysage, dans le paysage, des amers. Alors des amers? Des amers, c'est des repères remarquables en fait, comme un phare, comme un clocher, comme une montagne. Et ils sont inscrits sur la carte, donc vous allez pouvoir les repérer justement avec cette boussole, ce compas de relèvement. Donc par exemple, nous allons prendre là comme exemple la Statue de la Liberté, qui est sur la Seine. Donc je fais une visée, je regarde donc par la loupe et je peux lire donc là 80 degrés. 80. Donc ça veut dire qu'elle est à 80 degrés. Par rapport à quoi? Par rapport donc au nord magnétique. Ah oui, qui est la direction principale de toute façon. Ouais, moi, le nord magnétique, le petit problème, c'est lorsqu'on va travailler ensuite sur la carte, on va parler de nord géographique, et donc il y a un petit décalage de 5 degrés en ce moment. Ça dépend du lieu, et je dirais de l'époque, quoi, de l'année. Bon, regardons sur la carte, on va essayer de faire ça. Voilà, donc là on est au large, donc dans l'anse de Bénodet, en Bretagne Sud. Et donc si par exemple j'ai repéré donc des amers, comme par exemple ce phare-là, ou des bouées qui sont en pleine mer, on les retrouve ici, elles sont bien inscrites sur la carte. Et donc là je vais utiliser une règle, on appelle la règle Jean Cras, la règle Cras, qui est en fait un ensemble de deux rapporteurs. Et qu'est-ce qu'elle permet de faire, cette règle? Eh bien, elle permet justement de faire un tracé, d'accord, des routes et des points que j'ai relevés.
Alors, attendez, imaginons que notre bateau soit... Enfin bon, on ne sait pas où il est. On ne sait pas justement, c'est ce exactement, qu'on voulait mais savoir. On va il est dans cette zone-là. qu'il est par là. Voilà. On va se repérer par rapport à ce point-là et celui-là, par Voilà, exemple. par exemple, j'ai trouvé donc des amers dans le paysage que j'ai relevés, d'accord? Et par exemple, celui-là, je l'ai trouvé à 255 degrés, d'accord? Bon, puisque c'est le nord magnétique, je vais retrancher 5. Bon, ça, c'est un petit calcul à faire. Et donc, ça sera 250 degrés pour travailler sur la carte. D'accord. Je prends ma règle, je la pose sur la carte. Il y a une flèche qui donne donc justement le point relevé, vers le point relevé. Je place donc le centre du rapporteur, qui est le plus devant moi, donc sur un des méridiens, n'importe lequel. Ce qui est donc forcément la direction du nord. Oui, tout On à ne peut pas fait. vraiment dire qu'il soit parallèle, puisque les méridiens sont Ouais, parallèles, voilà. mais au moins c'est la direction. C'est la direction vers le nord, puisque la carte est orientée vers le nord. Et ensuite, je vais tourner la règle pour croiser justement le chiffre 250 degrés. Et ensuite, je vais l'aligner vers mon amer que j'ai repéré. Donc là, c'était donc cette balise-là. Ça veut dire qu'entre ce méridien, donc la direction du nord, et cette droite qui passe par le point que vous avez repéré et l'endroit où se trouve le bateau, il y a 250 degrés dans ce sens-là. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc voilà, je trace. En fait, vous avez, c'est l'équivalent d'un repère orthonormé avec les méridiens et les parallèles. Tout à fait. Dont l'origine serait Greenwich et puis l'équateur. L'équateur. Et là, en fait, vous tracez une droite dans votre repère. Et donc, notre point, c'est notre bateau. Il est sur cette droite. Il est au moins sur cette droite. Il est au moins sur cette Je ne droite. sais pas où. Et donc, il suffit de refaire la manipulation avec un autre amer pour être encore plus précis de le faire avec un troisième. Hein, puisque en mer, ça bouge un petit peu. Oui, donc, en mathématiques, il suffit de deux droites pour faire un point. tout à fait, mais en mer, vu que tout ça c'est précis, mais que ça bouge, la mer bouge, etc., on préfère le faire donc avec 3 amers. Et puis ça va me donner soit un triangle, si c'est pas tout à fait précis, soit un point. Si vous avez beaucoup de chance. Voilà, si j'ai beaucoup de chance. Ouais. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on a des moyens plus modernes qui s'appellent le GPS. Satellite. Voilà, c'est en fait un point, ça va travailler par satellite. Et il y a une petite antenne et ça va nous donner directement notre latitude et notre longitude. En fait, nos coordonnées. Où que vous soyez, le GPS vous dit... Voilà, où on est exactement en mer. Et bah, par temps de brouillard, ça peut être utile parce que justement, tous ces amers, on ne peut pas les viser avec notre compas de relèvement. Et puis lorsqu'on est loin, eh ben, on peut sans problème connaître exactement notre point. Retour sur Terre et retour aux mathématiques pures, où là aussi il y a repère et repère. Enfin, Pierre va nous expliquer tout ça. Il y a une question qu'on pourrait se poser, toute bête. Quand est-ce qu'en maths on a besoin d'un repère? D'abord sur une droite. Prenons un exemple. Imaginez-vous sur une route, vous roulez tranquillement et vous tombez en panne. Si vous savez seulement que le poste d'essence est à 2 km, vous ne savez pas où aller. Pourquoi iriez-vous dans ce sens plutôt que dans cet autre? La seule façon de lever l'ambiguïté, c'est d'abord de choisir une origine. Ce sera le point haut. Et surtout de l'orienter. Orienter une droite, c'est choisir sur cette droite un vecteur de longueur 1 et dont le sens est choisi comme sens positif. Avec l'orientation portée sur le dessin, si la station-service est ici, elle sera au point d'abscisse -2, et si elle est là, elle sera au point d'abscisse 2. On a besoin d'un repère sur une droite, on en a aussi besoin dans le plan. Imaginez-vous maintenant sur un terrain bordé par 2 routes à la recherche d'un trésor. Les 2 axes ayant été orientés, vous le trouverez plus facilement si vous connaissez son abscisse ainsi que son ordonnée. Ici, le trésor est situé au point de coordonnées 2, -1, abscisse 2, ordonnée -1. Vous connaissez maintenant les coordonnées cartésiennes, mais il y en a d'autres, les coordonnées polaires, qu'utilisent les aiguilleurs du ciel quand ils repèrent un avion par un angle et une distance. C'est à peu de choses près ce qu'on fait en mathématiques. Dans le plan, tout point M distingue du point O, définit la droite OM. Orientons cette droite. Choisissons sur cette droite un vecteur E1 de longueur égale à 1 et dont le sens indique le sens positif. Une fois qu'on a choisi un sens positif de rotation, les angles parcourus de la droite vers la gauche sont comptés positivement, négativement dans le sens contraire.
Le point M peut être repéré par l'angle IE1, qu'on va appeler θ, et le nombre R tel que le vecteur OM égale R fois le vecteur E1. Ce couple R-θ est ce qu'on appelle un couple de coordonnées polaires pour le point M. Mais quel est, direz-vous, l'intérêt d'un tel système de repérage, en apparence plus compliqué que le système des coordonnées cartésiennes? Eh bien, il se trouve que l'usage des coordonnées polaires simplifie l'équation de certaines courbes ou facilite la résolution de certaines équations algébriques ou différentielles. Et que voulez-vous, ceci n'a pas de prix pour un mathématicien. Allez, poussons un peu plus loin notre découverte des repères. Passons à la 4e dimension, celle du temps. Attention, décollage immédiat. Dans un aéroport, la question « quelle heure est-il ?», généralement anodine, prendrait presque des tournures métaphysiques. Il faudrait peut-être d'abord se demander où sommes-nous, voire même quand sommes-nous. Si je prends le Concorde à Roissy à 11h, au bout de 3h45 de trajet, j'arrive à New York, où il devrait donc être 14h45. Or, toutes les pendules new-yorkaises m'indiquent 8h45, comme si au lieu d'avoir vieilli de quelques heures, je me retrouvais un petit peu plus jeune. Le trajet aérien aurait-il des vertus rajeunissantes? Ou parviendrait-il à modifier le cours du temps? Eh non, désespérément non. En réalité, mon trajet m'a fait changer non pas de temps, le voyage a bien duré 3h45, mais de repère de temps. De même que les coordonnées d'un point ne représentent rien si on ne situe pas ce point par rapport à une origine et des axes, au niveau planétaire, il est 11h, ne signifie rien, si on ne précise pas le repère, autrement dit le fuseau horaire dans lequel on se trouve. Et tout ceci se complique encore plus si l'on prend en compte l'heure d'été et l'heure d'hiver, mais aussi les différents calendriers, juifs, chinois, musulmans, où le changement d'année qui est un autre point de repère n'est pas le même pour tout le monde. C'est pour simplifier tout ça que le méridien de Greenwich, qui constitue déjà avec l'équateur le repère géographique planétaire, a été désigné comme repère temporel planétaire et nous donne le fameux temps universel. Pourquoi ces perpétuels changements de repère? Eh bien parce que la Terre, c'est pas une nouveauté, tourne sur elle-même et dans un repère encore plus grand, dont l'origine n'est autre que le Soleil. Et par la citation de Air France